Bonjour à tous nos participants et bienvenue à ce nouveau webinaire Newstank RH Matin avec notre partenaire Indeed, le moteur mondial de recherche d'emploi numéro 1 en France. Alors nous allons aborder pendant ce webinaire les pratiques innovantes de l'expérience candidat en 2023. Un sujet permanent de renouvellement et de surprise. Alors parfois elles sont bonnes, parfois elles sont mauvaises, au regard des retours d'expérience. Alors, côté candidat, l'expérience doit être fluide et efficace au-delà du simple dépôt de CV. Et côté recruteur, il faut s'appuyer sur les avancées technologiques, l'intelligence artificielle, le matching, l'automatisation des fonctions pour faire vivre une expérience de qualité aux talents qui viennent frapper aux portes des entreprises. Pour nous guider aujourd'hui sur les meilleures pratiques d'expérience candidat, nous accueillons Thibaut Maire. Bonjour Thibaut. Bonjour Philippe, et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Il va nous éclairer sur les meilleures pratiques de l'expérience candidat. Sa fonction au sein d'Indeed, c'est Talent Strategy Advisor chez Indeed France, et donc c'est un spécialiste du marché de l'emploi. Je m'occuperai de la partie animation de ce webinaire, Philippe Guerrier, rédacteur en chef de RH Matin. Et je vais vous présenter du coup les différentes séquences qui vont rythmer ce webinaire. On va démarrer d'abord par un état de l'art, de l'expérience candidat, savoir concrètement où est-ce qu'on en est en ce début 2023 sur ce processus. On verra en deuxième partie une partie un peu plus technique sur la puissance de l'automatisation dans les processus de recrutement. Indeed est naturellement très fort en la matière. On verra quelles sont les fonctions qu'ils ont développées de leur côté. On fera également un petit focus sur la visioconférence, l'usage de la visioconférence dans le processus de recrutement. Où est-ce qu'on en est actuellement, quelle réalité, et puis on vous proposera aussi à cette occasion un petit sondage flash pour voir où vous en êtes en la matière dans cette période un peu post-Covid. On résumera la situation sur les meilleures pratiques de l'expérience candidat et on essaye de se réserver à la fin de cette session de webinaire un petit quart d'heure d'interactivité avec vous, tous les participants, afin qu'on puisse répondre à toutes vos questions-réponses et peut-être aussi étendre un peu le débat. Thibaut, je propose qu'on commence à se lancer sur la partie slide. Juste avant, deux petites précisions. Vous avez de votre côté, du côté des participants, la possibilité de poser des questions tout le long de la session de webinaire, donc n'hésitez pas. C'est fait pour cet espace-là. On essaye de récolter les questions au fur et à mesure. On pourra peut-être y répondre progressivement si nécessaire, si vraiment il y a besoin d'un approfondissement rapidement, ou sinon on pourra peut-être attendre la fin de la session pour discuter à tête reposée des éventuelles interrogations. Et je rappelle aussi qu'il sera possible de consulter ce webinaire par le biais de RH Matin ultérieurement. Je vous le rappellerai à la fin de la session. Thibaut, on se lance sur le webinaire, le démarrage du webinaire, sur l'expérience candidat. Je te propose de démarrer sur justement où en est-on en l'état actuel, en ce début d'année 2023. Quel est l'état de l'art quelque part? Alors, merci beaucoup pour cette introduction, Philippe, et bienvenue à tous. Effectivement, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est la question de l'expérience du candidat. Et au risque de choquer certains, le candidat est un consommateur, donc il a besoin d'une expérience qui soit à la hauteur de ses attentes. Pourquoi c'est intéressant aussi de se pencher sur cette question? C'est aussi parce que le marché du recrutement n'a quasiment été jamais aussi dynamique. D'accord? Alors, on arrive maintenant à 3 ans post-Covid. On a 70% d'offres d'emploi supplémentaires sur Indeed par rapport à février 2020. D'accord? Et donc, le choix est résolument, peut-être pas définitivement, mais en tout cas résolument du côté du candidat. Et même si on se compare à moins loin, si on se compare à janvier 2022, on est à plus 26% d'offres d'emploi. Donc le candidat a largement plus le choix. Et c'est aussi pour ça que lui proposer des expériences qui soient les plus agréables possibles lors de son parcours de candidature, c'est aussi faire la différence pour la suite. Optimiser son parcours de candidature, c'est essayer de répondre à certains problèmes que rencontrent les candidats. Et la première question qu'on peut se poser les uns et les autres, si on a un pied dans le recrutement,
c'est déjà est-ce que vous avez vous-même envoyé une candidature dernièrement. D'accord. Ça, c'est pour moi assez important. Et pour se poser la question de à quoi ça ressemble vraiment une expérience de candidature en 2023. Ouais, on sent que ça perturbe quand même un peu le jeune homme en illustration, hein, quand même. C'est pas si évident que ça, apparemment. Exactement. Et je pense que pour une partie d'entre nous, moi c'est mon cas, ça fait 3 ans maintenant que je travaille chez Indeed, bah, ça fait un petit moment que je ne me suis pas forcément mis à la place d'un candidat ou d'un chercheur ou d'une chercheuse d'emploi. Et c'est ce que font des millions de personnes tous les jours. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se poser, de se mettre à la place des candidats pour essayer d'aller de l'avant. Et c'est une expérience qu'a fait l'une de nos dirigeantes, voilà, qui est notre VP chargée de Enterprise, donc des grands groupes chez Indeed. Elle a fait cette expérience. Chez Indeed, on aime bien se mettre à la place du candidat. On a une seule mission chez Indeed, c'est d'aider les gens à trouver un travail. Et donc, on dit souvent qu'on aime bien boire notre propre champagne, c'est-à-dire essayer d'utiliser aussi nos propres outils et de se mettre à la place du candidat. Et c'est ce qu'a fait notre VP, Maggie Hulse, qui elle s'est essayé de se mettre à la place d'un candidat ou d'une candidate. Et elle a posé, elle a posé 50 candidatures. D'accord. Elle a mis à jour son profil Indeed, elle a mis son CV, etc. etc. Et elle a mis, voilà, elle a posé 50 candidatures à différents postes, parfois dans la même entreprise, quand elle voyait qu'il y avait différentes façons de postuler. Et d'abord, le premier constat, c'est que eh ben, il y a beaucoup de parcours différents. Alors que suivant l'entreprise dans laquelle on est, on va avoir une multitude de parcours à faire avec différentes techniques, différents supports, différents ATS, etc., différents sites carrières qui fonctionnent différemment. Et Y compris sur votre propre service, hein, parce que Indeed for Employers, c'est chez vous. Hein, donc, sur la propre plateforme. Exactement, y compris dépendant de comment est connecté Indeed avec ces différents systèmes que vous voyez ici. Et il y a le constat, il n'est pas forcément extrêmement glorieux. Finalement, le premier constat, c'est une leçon d'humilité, hein, je pense, c'est d'abord qu'il y a 44% de non-réponse. D'accord. Aucune réponse. C'est effectivement, on peut se concentrer sur ce premier point, Thibaut, directement. Hein. Le taux est quand même assez important, 44% de non-réponse, ça laisse quand même beaucoup de candidats dans le flou quand même. Exactement, et c'est quelque chose qu'on a identifié depuis très longtemps chez Indeed. Alors c'est ce qu'on appelle chez nous à l'interne, on appelle ça le trou noir. C'est le fait que un candidat, lorsqu'il postule, ou une candidate lorsqu'elle postule, finalement ce qui va se passer après ce premier acte de candidature, c'est un noir absolu. Elle ne sait absolument pas, il ou elle ne sait absolument pas ce qui va se passer de l'autre côté. Donc ça fait très longtemps qu'on identifie ce problème, et malgré les technologies existantes mises à disposition des recruteurs, des entreprises, etc., ça continue à constituer quelque chose d'assez problématique. Et dans un contexte de pénurie de talent pour certains secteurs d'activité, on aurait pu penser que ça allait s'inverser. Malgré tout, non. Il y a encore beaucoup de non-réponses côté candidat. Ensuite, dans cette petite expérience, alors, quand on dit non-réponse, Thibaut, c'est-à-dire clairement, il n'y a même pas une seule réponse automatique qui est adressée au candidat. Même pas de réponse automatique. Donc, c'est vraiment aucune réponse. Le fameux trou noir, exactement. Dans 30% du temps, elle a reçu une réponse. Alors, très souvent, une réponse qui était, pour le coup, automatique et impersonnelle. Alors, c'est pas forcément très agréable, mais au moins, il y a une réponse. Et puis, dans 26% du temps, elle a reçu une proposition d'entretien, donc pour passer à l'étape suivante. D'accord ? Alors Thibaut, j'ai une première question d'un participant. Est-ce que c'est Madame Hulsey a diffusé son propre CV ou elle a pris un CV standard Alors, c'était son propre CV qui était adapté aux différentes candidatures. Enfin, c'était pas il y avait son nom, son problème qui était affiché. Et ce que j'ai pas forcément mentionné, mais c'est que pour faire ses propres constats sur vos propres organisations, ça vaut le coup. Alors, n'allez pas le faire à droite et à gauche, mais en tout cas, dans vos propres organisations, mettez-vous à la place du candidat et peut-être postulez dans vos propres entreprises pour voir ce qu'il en est. Là, c'est cette leçon d'humilité, finalement, ça ouvre sur 3 constats avec 3 blocs. Le premier bloc, c'est le facteur temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, la multiplicité des systèmes fait que
on va souvent être déçu par l'aspect très chronophage de l'expérience de candidature. Et quand on dit très chronophage, là encore, ça peut choquer certains, mais ça prend jusqu'à 6 à 10 minutes. Ça paraît rien comme ça, mais c'est pas toujours évident pour un candidat qui n'a pas forcément toujours le temps, notamment les bons candidats n'ont pas forcément toujours ce temps à vous consacrer. Et puis ensuite, on importe son CV, mais on est quand même amené à re-remplir des formulaires qui reprennent les éléments qui sont présents dans le CV. On doit parfois se créer un espace candidat, etc., etc. Et donc, ça prend beaucoup de temps, et ça peut paraître rien en 10 minutes, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et encore une fois, souvent, en faisant le parallèle entre candidat et consommateur-client, ça nous permet de nous dire que si c'était une expérience d'achat, on n'aurait probablement pas été plus loin. Donc, le facteur temps, c'est le premier, surtout quand on a potentiellement identifié plusieurs entreprises, plusieurs emplois vers lesquels on veut postuler. Ensuite, le deuxième, c'est toutes les difficultés techniques, tous les systèmes qui sont potentiellement cassés, entre guillemets, donc des liens qui sont plus à jour. Dans l'expérience, voilà, c'était des SMS des SMS qui ne fonctionnaient pas, un chatbot aussi qui ne répondait pas du tout aux questions alors qu'on lui avait dit qu'elle pouvait poser des questions, etc. Donc c'est tous ces systèmes qui sont mis en place et qui sont pas forcément là. Donc c'est tout voilà. Le fait que les systèmes ne se parlent pas forcément bien entre eux, ne se comprennent pas, ne sont pas forcément bien utilisés aussi par les entreprises qui recrutent. Et le troisième, déjà la question qu'il faut se poser à ce stade-là, la personne n'a même pas pu finaliser sa candidature. Combien de bons candidats, ou même de candidats en cours, abandonnent à ce stade-là? Donc là, il faut imaginer qu'il y a potentiellement un groupe de candidats que vous ne verrez pas, simplement parce que frustrés par ces deux premières étapes, donc soit quelque chose d'un peu chronophage, soit des systèmes qui sont plus trop à jour, le candidat ou la candidate va simplement décider de ne même pas finaliser. Et puis le troisième, ce dont on a déjà parlé un petit peu, Philippe, c'est la réponse. D'accord, et ça, c'est la frustration la plus grande pour le candidat, c'est que sa candidature soit ignorée, tout simplement, ou simplement qu'elle soit refusée, alors même que on avait l'impression, d'après les informations qui étaient disponibles, qu'on avait les compétences disponibles. Ouais, c'est quand même assez frustrant, hein. Quasiment une non-réponse sur deux candidatures, c'est quand même très, très fâcheux côté candidat. J'ai beaucoup de questions, hein, sur l'expérience menée par votre collaboratrice sur le test. Alors on va passer sur le sujet parce qu'on a beaucoup d'éléments à vous proposer, mais est-ce qu'il est possible via Indeed d'avoir des éléments supplémentaires sur le web, sur cette expérience qui a été réalisée? Alors, je pourrais vous envoyer l'article complet. Ça a été présenté à New York lors d'une grande conférence annuelle qui est présentée par Indeed, directement par ma gueule. Donc, on pourra éventuellement vous donner plus d'informations sur le sujet sans problème. On vous fournira le lien, notamment à travers l'article qui sera diffusé avec le replay de ce webinaire. Thibaut, je vous propose d'avancer sur le sujet, sur les différentes slides de présentation. Finalement, la question qu'on va se poser, c'est que pour améliorer l'expérience de candidature, il faut essayer d'éliminer ces différentes frustrations dont on a parlé tout au long du parcours de candidature. D'accord ? Et d'abord, il faut identifier là où il y a le plus de déceptions. Et souvent, c'est au tout début. Hein. Et puis, plus on avance, plus ces déceptions vont être importantes et problématiques pour les candidats et les candidates. La première étape, c'est l'étape de la recherche. C'est-à-dire quand le candidat il voit une offre d'emploi qui semble lui correspondre et il va se poser la question tout simplement de est-ce que mon profil est adapté au poste et est-ce que l'emploi me convient. Sur tout un tas de critères et d'attentes, ce que recherche le candidat en priorité, c'est d'avoir la vision la plus complète, la plus honnête sur l'entreprise, la culture d'entreprise, sur le cadre de travail, aussi sur la rémunération, bien entendu, et puis sur ce qu'on attend de lui très précisément, sur qu'est-ce qui fait qu'il est un candidat ou une candidate potentielle. D'accord ? Tout ça, c'est pour évidemment gagner un maximum de temps, se dire est-ce que oui ou non je vais à l'étape suivante. Et n'oubliez jamais qu'une offre d'emploi, ça n'est ni plus ni moins qu'une première impression.
et que les premières impressions ont tendance à durer et que il faut que ça soit au maximum en phase avec votre marque, à la fois votre marque commerciale bien entendu, mais aussi le reste de votre marque employeur ou recruteur. Donc ça va être très important de mettre en avant ces informations. On va permettre de peut-être s'attarder un tout petit peu sur le salaire, qui est un point très important. Oui. On viendra effectivement dessus, Thibaut, juste après, sur la question des salaires. Je sais qu'Indeed, effectivement, développe une politique maison en la matière de promotion et de transparence des salaires. Je propose qu'on fasse un petit focus rapide sur le prochain slide. Oui, absolument. En fait, ce que nous voyons, c'est que le salaire est un vecteur de performance des offres d'emploi et donc ça fournit une expérience qui est meilleure pour les candidats. En gros, on voit qu'une offre d'emploi qui indique le salaire, qui mentionne le salaire, obtient plus de consultations, mais aussi plus de candidatures. Le constat, il est simple, hein, c'est finalement qu'on a besoin de transparence. Alors, chez Indeed, vous avez développé une offensive, j'allais dire entre guillemets, sur le sujet. C'est une bataille pour vous que vous menez depuis septembre 2022. Vous incitez les entreprises à mettre en avant les salaires ou des fourchettes de salaires dans les annonces. Là, quelques mois plus tard, où vous en êtes? Est-ce que vous continuez dans cette voie et quels sont les premiers résultats que vous observez? Alors, les résultats, d'abord, c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est qu'il y a plus de candidatures sur les offres d'emploi. On continue à y aller doucement, mais progressivement. Effectivement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, la transparence. On pense que c'est de la transparence salariale. On pense que c'est un vrai plus. D'abord, dans certains États ou pays, ça va devenir obligatoire. Donc, on essaie de prendre les devants là-dessus. On dispose aussi de suffisamment d'informations. Donc, d'abord, on regarde aussi et souvent, les meilleurs élèves sont parfois pas forcément ceux auxquels on pense, mais aujourd'hui, les offres d'emploi qui sont déposées directement sur Indeed, donc qui concernent aussi très souvent des plus petites structures, on est quasiment à 78% d'offres d'emploi nouvelles qui sont postées, qui mentionnent le salaire. Quand elles sont postées directement, hébergées directement sur Indeed, ce n'est pas la majorité des offres d'emploi, mais on comprend quand même que c'est quelque chose qui c'est proposé dans le formulaire de mise en ligne des offres d'emploi et les employeurs jouent le jeu. Ils ont bien compris que c'était une demande très forte des candidats et des candidates. Et lorsqu'on dépose une offre, c'est un passage obligé chez Indeed de se poser la question des salaires ou c'est optionnel? Comment vous présentez ça? Alors, c'est optionnel. On a un champ où on peut le mentionner. On n'est pas obligé de le mettre, ni pour diffuser l'offre d'emploi, ni même pour l'enregistrer. Donc, c'est absolument pas obligatoire. Ce que nous, on va être amené à faire, et ce qu'on a commencé à faire, d'abord, quand le salaire est disponible, on le met en avant très tôt dans les résultats de recherche pour le montrer aux candidats et aux candidates. Mais aussi, on dispose de beaucoup d'autres informations. D'abord, les salaires qui sont déjà proposés par d'autres entreprises, d'autres employeurs, mais aussi les salaires qui sont indiqués par des collaborateurs, collaboratrices qui peuvent laisser, dans le même cadre que les notes et les avis qu'on peut laisser sur une entreprise, elles peuvent indiquer le salaire qu'il ou elle touchait pour tel poste dans telle entreprise. Ce qui va nous permettre d'avoir suffisamment de données pour parfois proposer des estimations de salaire, et c'est très clairement indiqué lorsqu'il s'agit d'une estimation, ce n'est pas le salaire qui est proposé directement par l'entreprise, mais on va être amené à faire cet exercice. Plus le temps va avancer, et plus on va continuer à le faire. On sait que c'est une vraie demande des candidats. Accessoirement, mais c'est pas si accessoire que ça, ça a aussi une influence certaine sur l'égalité salariale homme-femme, parce que lorsque le salaire est indiqué, c'est beaucoup plus facile de savoir ensuite si on est rémunéré comme ses autres collègues. Voilà, donc tu l'as dit, c'est une offensive. J'espère que c'est pas aussi agressif que ça, mais en tout cas, c'est un combat qui nous tient vraiment à cœur et on pense que c'est aussi un vecteur de performance. Encore une fois, c'est fournir une expérience de qualité aux candidats parce que c'est ce qui est demandé aujourd'hui par les candidats et les candidates. Ouais, j'espère qu'on a pu défricher un peu plus le sujet. C'est un élément très factuel, mais qui est vraiment recherché par les candidats. Une fois que j'ai passé cette étape de la recherche, finalement, ce qui va arriver, c'est l'étape de la candidature. Donc, l'aspect technique. Et la question que vont se poser les candidats, c'est est-ce que ça vaut le coup de passer du temps, sachant que potentiellement, je vais avoir plusieurs candidatures à déposer. Peut-être j'ai 2 postes ou plus, et j'ai sous mon radar et j'aimerais postuler. Est-ce que c'est facile à faire avec un smartphone? Et ça, c'est un point très important.
Est-ce que c'est facile à faire depuis mon smartphone? Est-ce qu'on ne va pas de nouveau me demander de nouvelles informations, des identifiants, etc. Et est-ce que la communication qui va suivre, ces fameuses réponses, est-ce qu'elles sont à la hauteur? D'accord. Je vais juste revenir un petit peu sur le mobile. Sur Indeed, dans le monde, 73% des recherches sont effectuées depuis un smartphone. Ouais. Donc là, ça y est, la bascule de l'Internet mobile est réalisée. Hein, la puissance du smartphone se concrétise. Absolument. Et en France, on est à 70%, 69% de ces recherches. Donc c'est vrai dans le monde, c'est vrai en France. D'où l'important En d'avoir sachant, hein, pour préciser que vous avez à la fois un site web mobile et une application. Absolument. Et donc, si j'ai bien compris, Thibaut, il y a quand même une différence de temps de consultation qui est assez importante entre le site web mobile et l'application. Très souvent, effectivement, d'une manière générale, lorsque les gens sont sur une application mobile dédiée, ils passent beaucoup plus de temps à naviguer parce qu'ils sont là pour un but très très précis, donc ils passent beaucoup plus de temps. Mais ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a vraiment le temps passé sur le mobile et le pourcentage de recherches d'emplois qui sont effectués sur le mobile sont quand même très, très importants. Et c'est ça aussi qui va faire que l'expérience du candidat est de qualité. Si tout est fait pour que les étapes de finalisation de la candidature soient faites sur un ordinateur, alors même qu'au tout début, j'ai fait mes recherches sur smartphone, ce n'est pas une expérience de qualité pour le candidat. Et encore une fois, hein, faites le parallèle avec un parcours d'achat. Vous vous rendrez bien compte que si vous avez effectué une recherche mobile, mais qu'il faut ensuite aller sur ordinateur pour finaliser sur votre transaction, c'est évidemment pas idéal. Puis ensuite, il y a la question du temps. Je vous ai parlé de cette petite expérience sur 50 candidatures. C'était pas grand-chose. Il y avait une étude de Talent Board en 2021 qui montrait la même chose. Et 40% des candidats n'avaient jamais reçu même un message de remerciement, donc même un message automatique, selon dont on parlait tout à l'heure, et quasiment un quart qui n'avaient pas reçu de réponse près de 2 mois après leur candidature. Et la question que je vous engage toutes et tous à faire, c'est d'abord, est-ce que vous savez à quoi ressemblent les réponses automatiques dans vos propres organisations lorsque les candidats postulent? Vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans, hein, qu'est-ce qu'il y a dans ces messages automatiques? Est-ce que ça permet d'amener des informations supplémentaires aux candidats, donc, le délai de réponse, le processus, etc. Est-ce que ça incite le candidat aussi à se renseigner encore plus sur l'entreprise, de manière à ce que le candidat soit évidemment encore plus prêt si jamais vous revenez vers lui. Donc, il n'y a aucun jugement de valeur. Je pense que très souvent, on est dans nos processus et on n'a pas forcément l'occasion de se retourner sur ce qui est déjà présent dans nos entreprises et nos organisations. On n'a pas forcément aussi la main sur ces notifications, mais ça vaut vraiment le coup de se poser la question. Voilà, si aujourd'hui je suis un candidat et que je me postule dans l'organisation dans laquelle je suis aujourd'hui, à quoi ça ressemble? D'accord. Et donc je ne peux que vous inciter à faire ça. Ouais, même en notification automatique, pensez quand même à fignoler vos messages automatisés quand même pour qu'il y ait un peu de valeur ajoutée finalement sur un message qui paraît basique au départ. Absolument, c'est exactement ça, c'est avoir de la valeur ajoutée, savoir faire patienter potentiellement aussi le candidat ou la candidate, sachant que le temps d'attente va être quelque chose d'assez frustrant et d'assez potentiellement stressant même hein, pour les candidats et les candidates. Ensuite, à l'étape de l'entretien, et bien, finalement, c'est l'entretien, ça va être la partie à la fois la plus éprouvante pour le candidat, mais c'est aussi celle qui a le plus de valeur ajoutée des deux côtés. Parce que pour le candidat ou la candidate, ben, c'est le moment d'aller au-delà de l'offre d'emploi, hein, d'en savoir un petit peu plus, mais aussi de se mettre en avant. Et puis pour le recruteur, ben, finalement, c'est sûrement la partie qui est la plus intéressante, hein, c'est de rencontrer un autre être humain, de poser ses questions, peut-être aussi de mettre en avant d'une manière différente son entreprise, d'aller au-delà du CV, au-delà de l'offre d'emploi. Donc c'est très important. Malheureusement, très souvent, cette interaction, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On ne sait pas quel type d'entretien, à quel type d'entretien on se rend. C'est aussi souvent très compliqué de trouver dans nos agendas des moments disponibles, d'accord. Et finalement, ça engendre beaucoup de stress en fait, la communication, les allers et retours entre les recruteurs et les candidats. Philippe et moi, pour préparer ce webinaire, il a fallu pas mal d'allers-retours pour trouver des points pour se préparer. Imaginez la même chose pour un candidat qui a un autre métier à côté, potentiellement, il est déjà en poste.
et il doit trouver du temps pour caler un entretien. Il y a beaucoup d'allers-retours, le téléphone, les messageries, les emails, etc. Et puis, encore une fois, potentiellement, il n'y a pas de retour. Oui, et le temps de recrutement, c'est aussi un sujet important pour les recruteurs, hein. Il faut réduire absolument ce temps de recrutement parce qu'on a besoin des ressources le plus vite possible, naturellement. Absolument, lorsque le besoin, notamment lorsqu'on peut quantifier la perte, lorsque une personne n'est pas en poste, tout ce temps qui est perdu, toutes ces étapes un peu chronophages, très chronophages, vont être problématiques dans l'expérience du candidat. Et ce stress, ces temps d'attente très longs vont aussi se poser au candidat une question qui est extrêmement simple, est-ce que toutes ces interactions que j'ai avec l'employeur, est-ce que finalement ça me donne vraiment envie de décrocher le poste en question? C'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question aujourd'hui, parce que les candidats, je suis désolé, j'insiste un peu, mais sont aussi un peu des consommateurs, très souvent, et donc ils font aussi part de leurs expériences négatives. D'accord. Il y a plusieurs études sur le sujet. On a plus des 2 tiers des candidats, presque 3 quarts, hein, qui partagent leurs expériences négatives. Voilà, on le sait très bien, lorsqu'on est consommateur, on a une expérience négative, on a plus tendance à s'exprimer que lorsqu'on est extrêmement satisfait. Et puis, je vous avais parlé de l'offre d'emploi comme étant, c'est votre image de marque, hein, c'est la première impression de l'image de marque. Là, ça arrive un peu plus tard, mais c'est quand même une impression qui peut être extrêmement forte, et notamment pour ceux et celles d'entre vous qui travaillent dans des organisations B2C, avec des marques commerciales grand public. Il faut imaginer que vos candidats et vos clients, vos candidats sont interchangeables dans une partie du temps, et que si vous leur fournissez une expérience négative, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont très probablement aussi se détourner de vous en tant que consommateur. D'accord. Donc c'est vraiment ça qu'il faut se dire, un lien très fort entre marque employeur, marque recruteur, même à ce stade-là, et puis votre marque commerciale. Donc l'impact d'avoir une expérience candidat qui n'est pas à la hauteur des attentes d'aujourd'hui, c'est aussi coûteux. On a parlé à l'instant du temps que ça peut coûter, mais aussi d'un point de vue purement commercial. C'est très important de l'avoir en tête. Regarde l'impact de l'expérience candidat qui peut avoir des répercussions sur l'expérience client ou consommateur. Donc, c'est quand même un Exactement. point sur lequel il faut porter une certaine vigilance. Et Philippe, tu le disais à l'instant, optimiser l'expérience candidat, c'est rendre le recrutement à la fois plus simple, plus rapide, et je vais beaucoup insister là-dessus, mais aussi le plus humain possible. J'ai déjà mentionné, hein, c'est que nous, on a une croyance assez forte, c'est que ce qui a le plus de valeur dans le processus, c'est quand même la rencontre entre un candidat, une candidate, et puis une équipe de recrutement ou un employeur. C'est ça qui va avoir beaucoup de valeur. Peut-être que ce qui est avant a un peu moins de valeur. C'est très important, mais ça a un peu moins de valeur. Et rendre le recrutement plus simple, plus rapide, c'est bénéfique pour les deux. C'est ce qui anime aussi en grande partie la mission de Indeed. Et apporter des changements à l'expérience de candidature, essayer d'influencer ces différentes étapes. Finalement, rendre le recrutement plus rapide, ça permet aussi d'influer sur la qualité. Rappelez-vous qu'un candidat qui est disponible maintenant ne l'est peut-être pas demain. Donc, si vous le rendez plus rapide, vous êtes sûr d'avoir aussi les meilleurs candidats. Et puis aussi, c'est le rendre plus rapide, c'est aussi optimiser les coûts. Tu l'as déjà mentionné. Et finalement, la valeur qui est la plus subjective ici, c'est la quantité. Parce que finalement, dans certains cas, ce qu'on recherche, c'est d'avoir peut-être moins de qualité, mais d'avoir des candidats qui soient beaucoup plus pertinents par rapport à ce qu'on recherche. Et c'est ce qu'on essaye de faire chez Indeed. Ça fait 18 ans qu'on est sur le sujet. Le chantier n'est jamais terminé. Et on veut absolument essayer d'aller plus loin. Ce qui m'amène effectivement à la deuxième partie, c'est ce que nous, on propose modestement, c'est d'automatiser une partie. Et encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de rendre aussi le recrutement le plus humain possible, et donc de faire qu'un recruteur ou une recruteuse rencontre physiquement ou virtuellement un candidat ou une candidate, pour essayer d'automatiser les étapes de présélection, de planification des entretiens et aussi de communication avec les candidats, qui, on l'a vu, étaient les étapes dans lesquelles le manque de communication à toutes ces étapes-là était vraiment ce qui allait causer le plus de frustration pour les candidats et les candidates. Donc, en ce sens, on a lancé il y a maintenant 2 ans, hein, ce qu'on appelle nous le Indeed Up Recrutement, qui va vous permettre de diffuser vos offres d'emploi. On va pouvoir automatiser la présélection.
et puis la planification, etc. L'idée, c'est de présélectionner des candidats sur des critères le plus objectifs possible, que les entreprises, les recruteurs définissent, d'accord. D'ensuite, que le candidat puisse rapidement se rendre compte si oui ou non il est qualifié pour l'étape suivante, et lui laisser la possibilité de choisir lui-même un créneau dans lequel vos recruteurs ou vos recruteuses sont évidemment, vos équipes sont évidemment disponibles. D'accord. Et ensuite, c'est nous qui allons organiser la communication de manière à bien rappeler au candidat que l'heure approche, que le jour de son entretien approche, et potentiellement aussi héberger, et tu en parles dans l'introduction, Philippe, héberger les entretiens sous forme de visio. C'est pas obligatoire, on peut aussi imaginer d'organiser des entretiens physiques par ce biais-là. De manière très très simple, hein. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire qu'un candidat, il va arriver sur une offre d'emploi, il va choisir, il va répondre aux quelques questions que l'entreprise aura prédéfinies. Là, vous avez quelque chose qui est extrêmement simple ici, dans la santé, mais on peut imaginer demander un nombre d'années d'expérience sur un poste en question, on peut imaginer un langage informatique qu'il faut parler, un type de diplôme qu'il faut avoir, une certification, etc. Donc c'est vraiment des critères les plus objectifs possibles, mais qui sont définis par l'entreprise. Et le candidat, en répondant oui ou non, va tout de suite avoir la réponse s'il est éligible. Puis là, on va lui donner la possibilité de choisir dans un calendrier un créneau. Et pour pallier à tous ces problèmes d'attente et de frustration dans la communication, c'est le système qui va se charger de rappeler, avec tous les moyens possibles, aux candidats que l'heure, le jour de l'entretien approche, également en essayant de lui fournir aussi des informations supplémentaires. Parfait, Thibaut, on est revenu dans une configuration plus stable au niveau du son, on t'entend parfaitement, donc je pense qu'on peut continuer à dérouler ce webinaire. Parfait, merci beaucoup Philippe. L'idée, c'est que, imaginez, tout à l'heure Philippe parlait du temps qu'on fait perdre potentiellement à nos entreprises, et donc à l'argent qu'on peut faire perdre à nos entreprises. Imaginez que il y a ne serait que quelques temps, mettez-vous à la place d'un candidat entre j'ai vu une offre d'emploi, j'ai postulé, et ensuite les allers-retours, d'abord les non-réponses bien entendu, mais les allers-retours qui peuvent exister entre moi, candidat ou candidate, et un recruteur ou une recruteuse pour trouver le bon moment pour pouvoir se rencontrer, pouvait prendre quelques jours, voire quelques semaines, parfois beaucoup plus. Là, on peut imaginer qu'entre je vois l'offre d'emploi et je sais que je vais être reçu en entretien à telle date, et cette date peut tout à fait être la semaine prochaine ou dans un mois. Hein. Ça, le temps est quelque chose d'une valeur très subjective qui va dépendre évidemment des situations personnelles et des entreprises des uns et des autres. Et ça, on peut réduire ce temps à quelques minutes. Et ça, c'est ça aussi, fournir une expérience optimisée. C'est fournir la possibilité au candidat et à la candidate de savoir exactement ce qu'il ressort de sa candidature. Pour pouvoir, encore une fois, passer du temps là où ça compte, c'est-à-dire entre êtres humains, à parler d'expérience, de projets professionnels, à mettre en avant son profil, à mettre en avant son entreprise aussi, lorsqu'on est côté recruteur. Et moi, c'est ce qui permet naturellement de gagner en fluidité sur l'ensemble du processus de recrutement. Thibaut, on est d'accord. Ce filtre au préalable doit être automatisé au maximum si possible pour arriver à l'entretien le plus rapidement possible, là où il y a véritablement la valeur ajoutée du processus. Exactement. Et ce qui nous amenait, moi, c'est là où je me suis arrêté. Effectivement, j'avais parlé quelques minutes dans le vide et j'en suis vraiment désolé. Qui est qu'il y a aussi une façon, alors ça pour le coup c'est une technologie qui existe et qui a fait un petit moment qu'elle est utilisée. La preuve c'est qu'on est aujourd'hui sur Livestorm à faire ce webinaire, et peut-être que les uns et les autres vous passez beaucoup de vos journées sur les différents systèmes de visioconférence. Nous on a une croyance assez forte qu'on peut fournir une expérience très bonne aux candidats via la visioconférence. Ça fait gagner du temps à beaucoup de monde parce que ça évite de se déplacer, etc. C'est beaucoup plus personnel aussi un rapport beaucoup plus humain que le simple téléphone. Maintenant, c'est vrai que il y a eu l'effet Covid a fait faire beaucoup de yo-yo sous ces systèmes. D'abord déployé à très fort dosage et puis ensuite diminué. Et donc tout à l'heure, tu parlais
tu parlais, Philippe, d'un petit sondage surprise. Oui, on va essayer effectivement en coulisses techniques de mettre en place le sondage en espérant qu'on puisse disposer de cet exercice interactif sans souci particulier. Moi, je vois de mon côté, en tout cas, le sondage apparaître. J'espère que c'est le cas de votre côté, en tout cas, du côté des participants. Vous avez quatre propositions de réponses. Je vous propose de laisser 1 minute, le temps que tout le monde réponde à cette question. En fonction, il y a 4 propositions. Donc, je vous laisse répondre en fonction de votre expérience. L'idée, c'est pour nous de savoir, on est très curieux de savoir dans quelle mesure c'est utilisé aujourd'hui dans les organisations. Évidemment, les profils pour lesquels vous recrutez ne s'y prêtent pas forcément aussi, mais voilà, c'est intéressant pour nous de savoir ça. C'est un outil qui c'est pas tellement innovant, hein, mais c'est existant et c'est souvent pas forcément utilisé, alors que ça ferait gagner beaucoup de temps aux candidats et aux recruteurs. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, sur la question, au sein de votre entreprise, avez-vous recours à la visio pour les entretiens d'embauche ? Je vous propose, du coup, de soumettre votre réponse afin que l'on puisse obtenir assez rapidement une vue sur les réponses qui seront apportées avec l'ensemble de nos participants. En sachant que, naturellement, la visioconférence a été énormément exploitée dans le cadre de la période de la crise sanitaire avec les confinements. Et naturellement, ça a bousculé les processus d'entretien, de visu. Et donc, du coup, effectivement, il y a eu un recours à forte dose de la visioconférence, que ce soit pour organiser des réunions en entreprise, mais aussi pour poursuivre les processus de recrutement à distance. Et donc, du coup, on devrait, je pense, savoir assez rapidement les résultats du sondage. Je suis en train de regarder où est-ce que... Il y a déjà 62 votes. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, j'ai les réponses devant moi. Donc, je vous propose de les commander très rapidement. La première réponse, et ça continue de voter encore, donc ça change. Donc, c'est vraiment du sondage live, on va dire. À 48%, oui, les participants utilisent quasiment tout le temps la visio pour l'embauche. Ça descend à 44%, mais du coup, on est à peu près à un niveau équivalent, où on le fait de manière plus occasionnelle dans certains cas précis. 4%, pas du tout, donc ce qui veut dire que tout de même, là, il y a clairement une généralisation du dispositif de visioconférence qui a été adopté par l'ensemble des entreprises. Bon, là, du coup, la quatrième proposition, pas pour le moment, mais sans doute à l'avenir, ne requiert pas beaucoup d'intérêt. Il y a déjà, on peut le voir, Thibaut, une nette généralisation de la visioconférence pour les entretiens. Absolument. Et l'idée, c'est il faut que ça soit une expérience qui soit utile pour les candidats et pour les recruteurs, que ça fasse gagner du temps aux recruteurs, potentiellement aussi de faire gagner du temps aux candidats. Imaginez que notamment, j'en parlais tout à l'heure, mais notamment pour les candidats qui sont déjà en poste, ne pas avoir à se déplacer, pouvoir faire ça dans un coin, c'est quand même plus pratique, et surtout ça vous permet d'avoir accès à ces candidats qui peut-être vous diront non, moi j'ai pas l'intention je peux pas en fait bloquer une demi-journée pour aller me rendre à un autre endroit et avoir un entretien. Donc c'est important, et en soi c'est pas une innovation majeure, mais l'intégrer, le faire proposer à vos candidats et à vos candidates, c'est aussi s'assurer que lorsque c'est ce qu'ils souhaitent aussi, faire gagner du temps à la plupart d'entre eux. Et pour conclure, je vais accélérer un tout petit peu pour laisser du temps aux questions-réponses, sachant que c'est moi qui ai fait perdre du temps. Notre croyance, c'est que la situation idéale, finalement, c'est une situation qui va permettre aux candidats de faire tomber ces barrières de frustration, de doute et de temps. D'accord ? Mais c'est aussi une situation qui doit convenir, une optimisation qui doit convenir à vos organisations. L'idée, c'est que, ce que nous on pense, c'est que pouvoir
pouvoir tout faire au même endroit ou quasiment au même endroit pour un candidat et surtout pour avoir cette réponse très très rapidement entre j'ai vu une offre d'emploi et je sais que je vais aller à l'étape suivante, c'est-à-dire faire casser ce phénomène du trou noir. Pour nous, c'est ce qui semble le plus évident. Maintenant, on peut aussi imaginer d'améliorer certaines parties du processus sans forcément le révolutionner tout de suite. Et on en a parlé un petit peu dans cette présentation à différents moments. Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, il faut optimiser un maximum l'expérience sur mobile. Et peut-être que c'est quelque chose qui a été fait dans beaucoup d'autres secteurs d'activité. Évidemment, je vais beaucoup parler de e-commerce en parlant de candidats consommateurs, mais il faut absolument optimiser l'expérience mobile. Et c'est compliqué lorsque on est RH ou recruteur et qu'on a l'habitude d'utiliser des solutions desktop. C'est aussi essayer d'éliminer le maximum de barrières qui vont faire que les candidats ne vont pas aller jusqu'au bout et donc avoir des questions de présélection qui sont uniquement basées sur ce qui est absolument indispensable. C'est, lorsque c'est possible, offrir la possibilité de réserver très facilement un entretien d'embauche. C'est optimiser au maximum les messages automatiques, que ce soit les messages de confirmation. Et Philippe le disait précédemment, quelle est la valeur ajoutée de ces messages? Quelles sont les informations supplémentaires qu'on peut en retirer pour un candidat, de manière à le tenir informé, des délais, etc. Et puis, bien entendu, il faut que tout au long de ce parcours, la pertinence et la transparence des informations qui sont transmises soit la plus évidente possible, sur évidemment des choses qui sont totalement attendues par les candidats aujourd'hui. Ce sont des informations qu'ils recherchent avant même de se rapprocher d'une entreprise et de décider d'aller à la suite, des informations très factuelles sur le cadre de travail, salaire, etc., sur la flexibilité qui est proposée par l'entreprise, etc., etc. L'idée, c'est d'optimiser tous ces contenus pour qu'ils tiennent sur des mobiles et de tenir informés vos candidats tout au long du parcours pour optimiser l'expérience. On peut faire la totalité de ça ou on peut se concentrer sur l'un de ces éléments pour travailler ces choses une par une. En tout cas, on a une croyance très très forte qu'en soignant l'expérience candidat, on soigne son image de marque et potentiellement on attire aussi des candidats qui se posent la question lorsqu'ils se rapprochent d'autres entreprises de est-ce que ça vaut vraiment le coup que je perde mon temps avec telle ou telle entreprise qui me fait passer par différentes étapes qui semblent pas forcément extrêmement utiles. Voilà pour les points que je voulais mentionner pour finaliser. Merci Thibaut pour avoir synthétisé tous ces éléments sur cette quasi-heure de webinaire avec ce petit souci technique qu'on a rencontré de 5 minutes. Mais on a des participants qui sont résilients et qui s'accrochent et c'est tant mieux parce que c'est vrai qu'il y a des sujets et des messages importants qu'Indeed veut faire passer sur la dimension de l'expérience candidat. J'avais quelques questions complémentaires, Thibaut, à te poser sur la dimension d'expérience candidat. Est-ce qu'il y a une différence quelque part de pratique finalement que vous observez du côté d'Indeed entre les grandes entreprises et les TPE-PME finalement? Est-ce que les points synthétiques que tu donnes à la fin de ce webinaire, ça concerne à la fois les grandes entreprises, mais aussi les petites ou moyennes structures? Je pense que ça concerne la totalité des entreprises. Le message que j'ai essayé de faire passer, c'est que on n'est pas tous équipés, on n'a pas forcément tous les mêmes ressources à mettre à la disposition des processus de recrutement, que donc on peut essayer de se focaliser sur l'une ou l'autre, par exemple optimiser plus les contenus, puis lorsqu'on est une structure et qu'on a la capacité de se poser la question de savoir de l'optimisation du mobile, par exemple, techniquement, voilà, on peut s'attacher à ça. Mais dans l'ensemble, ces choses-là sont valables pour tout type d'entreprise, tout type de profil aussi qu'on est amené à recruter. Et c'est potentiellement des solutions qui sont disponibles pour toutes les entreprises suivant leurs ressources, etc. Il y a une petite remarque sur la question des entretiens. Finalement, c'est vrai que cette phase pourrait être découpée à la fois sur une première session à distance et puis finalement un deuxième temps en présentiel, peut-être pour affiner ou approfondir les derniers sujets pour boucler la candidature, pour finaliser la candidature.
Absolument, je pense que, ce que encore une fois, moi j'ai essayé de mentionner que le but du jeu, c'est quand même que des humains se rencontrent, hein, qu'un recruteur et un candidat ou une candidate se rencontrent, et notamment si le métier se fait en présentiel, il est évident qu'à un stade bien déterminé, il va falloir qu'on puisse se rencontrer. Lorsqu'on parlait de l'expérience de la visio, c'est que c'est un premier échange qui est rapide, plus humain qu'un échange de messages ou un simple coup de téléphone, qui permet de se faire une première opinion, mais qui permet aussi de faire beaucoup plus, hein. On peut imaginer des entretiens de compétences, etc., qui sont basés sur de la visio. Mais évidemment, lorsque on a besoin de finaliser certains détails qui ne sont pas des moindres, on va sûrement avoir besoin de voir la personne en physique. Donc, c'est pour ça qu'on a bien parlé de premier entretien en visio, premier, deuxième, troisième, et puis ensuite on peut imaginer s'il y a 5 entretiens, que les 2 derniers sont en physique, par exemple. Thibaut, j'avais une question sur la phase d'automatisation en amont, hein, du recrutement. Est-ce que jusqu'où on peut placer en fait le curseur de l'automatisation? Parce qu'on voit bien qu'avec le marché actuel, il faut plutôt s'ouvrir à des profils de plus en plus divers pour les recrutements. Alors, est-ce que on peut à la fois davantage automatiser pour présélectionner et puis prendre en compte cette dimension de diversité? Absolument. L'idée, c'est que ces questions de présélection se concentrent sur les critères qui sont absolument indispensables. Et très souvent, les offres d'emploi ne sont pas toujours à la hauteur et les candidats ne savent pas exactement s'ils correspondent à ce qu'ils recherchent. Et donc, une partie d'entre eux vont s'exclure des processus de candidature. Et bien sûr, aussi, parfois, les entreprises vont exclure des candidats du processus de candidature parce que potentiellement, les compétences qui sont proposées par le candidat ne sont pas très clairement exposées dans leur CV. Et ce que propose Indeed, d'ailleurs, c'est avec une ou deux questions de présélection indispensables. Reprenons l'exemple dans le métier de la santé, parce que c'est noir ou blanc, hein. Est-ce que tu es titulaire d'un diplôme d'infirmier ou d'infirmière diplômé d'État? Oui ou non? Ça va déterminer si tu vas aller à la suite. Et peu importe le reste, le nombre d'années de carrière, l'adresse, là où tu vis, etc. Peu importe cette information, ça va me permettre, sans même avoir besoin de déposer mon CV, d'aller à la suite. Donc on pense au contraire que se concentrer sur des critères objectifs qui sont indispensables à l'entreprise, ça va permettre dans certains cas, de s'affranchir de certains biais conscients ou inconscients qui peuvent exister dans les entreprises. Donc la question de la présélection, il faut la réduire à sa portion la plus congrue avec vraiment l'indispensable. Merci Thibaut pour ces éléments. Une dernière question, hein, pour élargir un peu le débat, hein, sur l'expérience candidat. En lien avec l'actualité technologique en l'état actuel, on parle beaucoup d'intelligence artificielle ces temps-ci, beaucoup d'IA conversationnelle avec le fameux chatbot d'OpenAI qui se lie avec Microsoft. On voit tout le potentiel, hein, de ces technologies d'intelligence artificielle qui arrivent. Vous, du côté d'Indeed, vous déjà avancez de votre côté sur ce sujet-là. Mais néanmoins, est-ce que vous voyez une évolution ou peut-être une révolution d'usage avec les capacités d'échange avec l'IA, quand on voit l'ensemble des démos qui apparaissent avec ChatGPT, par exemple? Alors, sans rentrer précisément dans ChatGPT, mais c'est vrai que c'est quelque chose, évidemment, Indeed est une entreprise technologique. Une très grande partie de nos salariés sont des ingénieurs et développeurs qui font tenir cette plateforme. De plus en plus, nous, on se voit comme une plateforme de matching entre l'offre et la demande. À la fois, l'offre, c'est à la fois les candidats qui se proposent, mais c'est aussi les offres d'emploi. Et puis la demande, c'est les candidats qui recherchent et les entreprises qui recherchent. Donc, c'est la mise en confrontation de ces deux points de vue. Et de plus en plus, nous nous voyons comme une plateforme de matching. En revanche, il y a quelque chose qui est très important pour nous. C'est le message que j'ai voulu faire passer aussi tout au long de mon intervention. C'est que ce qu'on veut faire, c'est optimiser et automatiser et se reposer sur la technologie lorsque c'est nécessaire, mais que malgré tout, à la fin des fins, c'est des êtres humains. D'accord, un emploi, c'est un être humain qui travaille avec d'autres êtres humains. Et ce qu'on ne veut surtout pas, c'est que notamment les algorithmes de matching, de tri, etc., soient prescripteurs du futur métier ou du futur emploi qu'on va proposer à un candidat ou une candidate.
Je prends souvent l'exemple certainement très caricatural, mais qui va probablement parler. Aujourd'hui, je suis menuisier et puis à mes heures perdues, j'ai passé du temps sur des plateformes d'apprentissage en ligne et maintenant je sais coder en C# ou en Java, ou l'inverse. J'étais un développeur et puis à temps perdu, j'ai fait des meubles. En fait, c'est pas parce que dans mon CV il y a marqué menuisier que je ne devrais pas avoir accès à des offres d'emploi de développeurs Java ou l'inverse. D'accord. Et ça, c'est la limite. Donc on regarde de très près à tout ça. Évidemment, nos algorithmes de matching sont là pour essayer de proposer des choses qui sont les plus pertinentes, les plus atteignables pour les candidats. Mais encore une fois, il faut que la recherche, ça soit d'abord un humain qui veuille chercher un métier en particulier, à un endroit en particulier. Donc on est très attentif à ça. On a tous aussi vu au cours des dernières années des IA qui ont fait preuve d'encore plus de biais que les êtres humains. Oui, on a bien compris qu'il faut quand même prendre un peu de précaution avec ces algorithmes qui ont tendance à jouer des tours, notamment en déployant des biais qui sont quand même assez importants dans les réponses. Hein. Donc, naturellement, on est tous un peu fascinés par ces sauts technologiques, mais il faut quand même prendre un peu de recul sur la pertinence des algorithmes et des réponses qui sont apportées. Donc, on avance, mais prudemment. Merci beaucoup Thibaut pour ce webinaire. On arrive à la fin de cette session, 1 heure passée ensemble. Un petit souci technique qu'on a réglé. Désolé à tous nos participants qui ont rencontré ce souci, mais on a réagi le plus rapidement possible pour revenir à des conditions normales de session de webinaire. Finalement, on s'en est bien tiré pour boucler cette session. Je rappelle à tous nos participants que vous pourrez retrouver le replay via Indeed et via RH Matin. De notre côté, nous ferons un article pour reprendre les principaux points statistiques qui ont été évoqués au cours de ce webinaire et naturellement vous fournir le replay pour redécouvrir ou découvrir l'intégralité de ce contenu. Thibaut, merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup pour ta patience. Avec les soucis techniques, c'est souvent c'est moi qui vous remercie pour votre patience. Un peu plus compliqué, mais plutôt bien joué en termes de réactivité. Merci beaucoup à tous les participants et rendez-vous au prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Excellente journée. Au revoir.